Eh bien bonjour à tous, nous sommes mardi, c'est la deuxième édition de la revue des grandes unes de la semaine avec la presse disponible en kiosque. La Nouvelle Expression parle du Nord-Ouest, l'horreur, c'est le grand titre ce matin. Le journal fait savoir que contrairement aux chiffres de 22 morts avancés par l'ONU, le ministère de la Défense indique que 12 personnes, dont 7 séparatistes présumés, ainsi que des civils, dont 4 enfants, ont trouvé la mort au cours des affrontements avec la milice sécessionniste, mais en se défendant, c'est comme si l'armée confessait ses péchés. Un laborieux plaidoyer, c'est le journal précise d'ailleurs tout cela en page 6 ce matin avec des réactions de certains acteurs politiques à découvrir dans le numéro. Le journal parle également du contentieux électoral avec les mises en garde donc du Conseil constitutionnel. Clément Tangana et le président de la Commission nationale de recensement général des votes veulent éviter la reproduction même des accrochages du contentieux de 2018. C'est le journal qui précise également l'article en page 7. Le journal parle aussi du CHAN 2020. Cameroun, le Cameroun joue contre le Zimbabwe en ouverture. L'affiche du match d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations qui abrite d'ailleurs le Cameroun du 4 au 25 avril 2020 a été dévoilée lors de la cérémonie du tirage au sort qui s'est donc déroulée au Palais des Sports de Yaoundé. C'est tout cela en page 5 du journal disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également des municipales. Gawaboulaye en mode UNDP, c'est la seule commune de la région de l'Est Cameroun sur les 33 qui a donc échappé au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Une pilule difficile à avaler par le parti au pouvoir. C'est dans le journal disponible ce matin également. Vous aurez aussi à lire d'autres informations dans le journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque, tout comme le journal L'Équation également qui revient sur les législatives et municipales avec donc des médaillés d'or de la campagne électorale. Ils sont nombreux. Le journal a présenté quelques visages bien connus de la République et parmi ces visages, il y a des candidats aussi. Donc c'est là qui ont bataillé dur pour décrocher des places du RDPC également. C'est à lire dans le dossier de ce matin. Le journal est donc disponible en kiosque, tout comme notre journal. C'est Le Messager de ce jour. Le Messager parle donc d'une affaire d'État avec notamment cette question à la clé. Le journal parle donc du brûlot du président du groupement interpatronal au chef de l'État pour dénoncer la rupture entre le patronat et notamment l'administration fiscale. Fait donc des gorges chaudes dans le sérail depuis quelques jours. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également de ce massacre de Ngarbou avec le gouvernement qui plaide coupable finalement à la suite notamment de ce qui a été annoncé. Le ministère de la Défense donne un chiffre et bien entendu l'ONU a également un autre chiffre aussi. C'est là une sorte de guerre des chiffres également proposée par le journal disponible en kiosque ce matin, tout comme le quotidien Le Jour qui parle du Nord-Ouest, ce qui s'est passé à Garbou avec notamment la société civile qui accuse l'armée camerounaise d'avoir tué et bien entendu plusieurs personnes. Le journal est revenu et parlant notamment des enfants et des femmes qui sont donc des victimes aujourd'hui. C'est à lire dans le journal, le dossier proposé par le quotidien Le Jour. Le Jour a d'autres informations ce matin en parlant du CHAN 2020. Les adversaires du Cameroun sont connus. C'est dans le journal. Mutation pour sa part parle donc de ce Camerounais. Il s'intéresse à lui, notamment tête de l'André Keyou, qui dit nous voulons donc être rapatriés. C'est ce dernier en tout cas qui est revenu, qui a écrit aux autorités pour demander notamment de l'aide sous la menace du coronavirus. Cet étudiant camerounais résident donc en Chine raconte son quotidien et lance d'ailleurs un cri de détresse en direction même du gouvernement. C'est à lire dans le dossier de la page 6 à la page 7 du journal disponible en kiosque ce matin. Le journal a également d'autres informations à lire aussi dans le journal Tribune d'Afrique. Le journal parle donc de paiement des honoraires d'agréés en douane. Les petites et moyennes entreprises camerounaises dans la tourmente. C'est ce que le journal propose dans le dossier. Je vous invite à lire la suite. Et on parle aussi des chèques des législatives et municipales dans l'ONUN. Les aigris du RDPC pointent Njoya Zakariaou du doigt. C'est ce que le journal propose. Je vous invite à lire également l'article aussi, tout comme le journal Cameroun Tribune qui parle du CHAN 2020. L'acte 1 validé, c'est ce que le journal propose, avec notamment la présence du Premier ministre et du président de la CAF, dont les 16 équipes devant prendre part à cette compétition sont désormais connues et les adversaires aussi. C'est le journal qui a proposé le dossier de la page 2 à la page 7 et d'autres informations à lire dans Cameroun Tribune ce matin, tout comme le journal économique qui est en kiosque qui parle de zone de libre-échange continentale. Les entreprises locales face donc au défi de la compétitivité. C'est à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin.
matin. Le journal a également d'autres informations. Parlant de gestion publique, 263 établissements publics donc pour opérer les retenues à la source donc d'impôts et autres taxes à les couvrir dans le même journal. Disponible ce matin, on parle du fichier solde de l'État avec 8 766 fonctionnaires absents de leur poste de travail depuis plusieurs mois, voire des années. C'est le journal qui a recensé et proposé également tout cela dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction pour ce deuxième jour de la semaine. Et pour commenter quelques sujets, nos invités sont déjà sur ce plateau. Jean-Paul Chignal, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Ballon-Dongo, merci pour l'honneur que vous me faites d'être là ce matin et bonjour à tous nos millions de téléspectateurs. Très bien. Camille Nelly, bonjour. Flavien Ballon-Dongo, bonjour. Bonjour Jean-Paul Chignal, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et un grand coup de chapeau au ministre Ngali Bibé qui a fait fort en donnant maintenant la possibilité à ce que la circulation sur le fleuve au Cameroun aujourd'hui soit contrôlé et codifié avec un permis de circulation fluviale. C'est-à-dire que toutes ces pirogues, tous ces canots à moteur qui circulent sur les fleuves, Vouri, Sanaga et même beaucoup d'autres, doivent maintenant être non seulement posséder un permis de circuler, mais seulement cette circulation elle-même doit être beaucoup plus codifiée. Et ça, c'est une avancée dont les gens, une avancée qui n'a pas beaucoup retenu l'attention des gens, mais qui est quand même... Alors, comment ça va s'opérer? Ça se passe où? Au Vouri ou dans la Sanaga? Justement, les détails sont compris dans le texte du ministre Ngali Bibé, mais toujours est-il qu'il est important que les gens sachent que maintenant, on ne peut plus circuler sur ces fleuves à bord de pirogues ou de canots à moteur sans avoir un permis de circuler. Et même celui qui va utiliser les pagaies doit avoir le permis? Non, des canots à moteur. Canots à moteur, d'accord. Flavien Ballon-Dongo, c'est une question importante. C'est bien que le ministre ait pris toutes ces mesures-là, mais on espère que ça ne va pas être un autre nid de corruption comme on voit avec le permis de conduire, avec tous les tripatouillages qu'il y a dedans. Mais maintenant, même pour contrôler ces canots à moteur qui vont circuler, il faudrait que l'État ou alors les services de transport se dotent des moyens de pouvoir traquer ces canots à moteur. Parce que vous voyez bien que lorsque sur la voie publique on vous interpelle et vous fuyez, vous voyez comment on organise votre traque. Est-ce que ça sera possible sur un fleuve comme le Vouri ou la Sanaga de prendre en chasse un canot à moteur qui n'a pas les papiers? On vous dira que vous avez violé le code. Et l'autre chose c'est que j'aimerais bien voir ça. L'autre chose c'est que sur un fleuve comme la Sanaga, même si les équipes de contrôle se poste ici. Moi, je ne suis pas obligé de descendre ici, je m'en vais descendre ailleurs. Donc, tout le rivage est presque des points d'accostage. Donc, on salue la mesure, mais il faut encore accompagner cette mesure. Ce qui est important, Jean-Paul Chounep, c'est plutôt la codification. Et maintenant, on attend la faisabilité de toute façon. Évidemment, il faut créer un peu de frayeur quand même. Dorénavant, en circulaire, ils vont dire, est-ce que j'ai mon permis? Mais comment d'abord par être formé. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, le journal La Nouvelle Expression parle de l'horreur comme titre ce matin pour s'intéresser à ces chiffres également, à ce qui s'est déroulé dans les régions anglophones. On parle par exemple de 22 morts. Ça, c'est ce que l'ONU a avancé. Le ministère de la Défense parle de 12 personnes, dont 7 séparatistes présumés, ainsi que des civils, dont 4 enfants ont trouvé la mort au cours de ces affrontements avec la milice sécessionniste. Flavien Ballon-Dongo, c'est vrai que je ne veux pas trop ergoter sur qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Ce qui est un véritable choc dans cette affaire, c'est que des gens meurent pour rien. Et ça fait mal de voir une femme enceinte qui est tuée, qui est abattue, ou alors qui est calcinée, voir les corps tels qu'on les a vus sur des photos. Je pense que c'est ça qui fait véritablement mal. Il faut véritablement que cette guerre cesse. Vous voyez un enfant de 5 ans, 6 ans, qui ne demandait qu'à vivre. Il est abattu, égorgé comme un animal brûlé vif. Donc vous imaginez un peu cette horreur-là. Donc moi je pense que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de carnage et que les forces de sécurité et les séparatistes rejettent mutuellement les responsabilités sans qu'on ne nous ait jamais dit exactement sur un cas précis que voici l'individu qui a mis le feu à un domicile, ou voici l'individu qui a tué tel, qui a tué tel. Donc vous voyez, ça devient un peu embêtant que chaque fois qu'il y a mort d'homme dans cette situation, au lieu qu'on nous récupère les véritables coupables,
mais on va passer le temps à se rejeter les responsabilités. Mais entre-temps, il y a des gens qui sont morts, on n'a même pas fait leur deuil. Donc, je crois qu'il faudrait vraiment que cette guerre, qu'on mette un terme à cette guerre. Le ministère de la Défense a sorti un communiqué pour dire clairement que ces accusations portées contre les forces de défense et de sécurité, ce sont des allégations, mais le même communiqué précise que ce sont des conséquences collatérales survenues dans une opération de sécurisation en cours dans la région. Alors, est-ce que doit-on comprendre que dans cette phrase-là, ceux qui sont tombés ou ceux qui ont été tués, ils sont donc les conséquences collatérales dont parle le communiqué du ministère de la Défense. Vous voyez, donc c'est la question qu'on se pose aussi. Oui. Camille Nélé, quelle lecture vous faites de ce sujet, notamment le traitement qui a été réservé à ce sujet dont parle la nouvelle expression? Je commence d'abord par faire la lecture du titre, l'horreur, à titrer la nouvelle expression. Oui, c'est horrible ce qui s'est passé, mais ce n'est pas la première horreur de ce côté-là. Quand 5 personnes armées ont traîné une femme, mère de 4 enfants, sur le ciel, sur plusieurs centaines de mètres, ils l'ont décapitée à Mondovision. C'était une horreur pire que celle-là. Mais je n'ai vu aucun journal titrer l'horreur. Je n'ai vu aucun combattant de la société civile s'insurger contre cela. Ce genre d'horreur dans le sud-ouest et le nord-ouest, depuis 3 ans que ça dure, c'est inacceptable. Personne n'accepte, personne ne peut le concevoir. Mais seulement ce que je voudrais demander et aux journalistes et aux personnes qui prétendent militer pour les droits de l'homme, à ces ONG qui sont là pour venir en aide aux populations, et même à cette ONU qui donne l'impression de vouloir toujours grossir les chiffres pour démontrer que l'enfer c'est au Cameroun. Parce que ce que l'ONU cherche, et les représentants de cette ONU ils cherchent tout simplement ils veulent tout faire pour que les forces de l'ONU arrive au Cameroun, crée une sorte de zone tampon, et maintenant, ça se fait. Cette zone, les militaires de l'ONU sont en Centrafrique depuis plus de 5 ans, depuis plus de 6 ans, mais ça n'a rien résolu du tout. Est-ce qu'il n'y a pas eu mort d'homme là-bas? En réalité, lorsque je veux dire, le problème, c'est pas de savoir, il y a eu mort d'homme, effectivement, et l'armée a dit ce qui s'est passé. Mais avant que l'armée ne parle, on a vu par exemple cet avocat, connu pour son activisme sur les réseaux sociaux, balancer des titres et accuser formellement, directement l'arbitre, comme s'il était. On a vu ce communiqué d'un prétendu représentant de l'ONU qui donne le chiffre de 21 personnes en disant même qu'il y a une femme qui tétait son enfant, l'autre avait son enfant dans le ventre, comme si cette personne était. Mais on a aussi vu dans les réseaux sociaux des photos avec des tombes qui donnaient l'impression d'avoir été creusées à la hâte. Ce genre de montage, les gens oublient qu'il y a toute une sorte de manipulation qui est faite autour de cette opération, qui est une opération militaire. Parce que ce que les gens oublient de savoir, c'est qu'il y a des gens, un jour, qui ne devaient pas porter des armes, ont pris des armes contre le Cameroun. Et dans les réseaux sociaux, ils commencent à qualifier tout le reste du pays de République du Cameroun et de dire qu'eux, ils sont ambazoniens. Les gens ne voient pas que ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement grave. Et vous avez sans doute lu le communiqué du ministère de la Défense, vous avez également lu la sortie de l'ONU avec tout cela. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le ministère de la Défense reconnaît quand même ce qui a été fait? Le ministère de la Défense donne les faits, puisque c'est ces militaires qui étaient sur place. Et le ministère de la Défense dit que ça s'est passé comme ça. Des soldats étaient en opération. On avait détecté une sorte de cache de ces terroristes-là. Les soldats ont attaqué et maintenant, pendant la fusillade, et avant même qu'ils arrivent sur la ligne, ils avaient déjà été canardés. Ils ont répliqué, ils ont attaqué et c'est pendant l'attaque. Et c'est là qu'ils parlent de dégâts collatéraux. Il y avait un endroit où il y avait du carburant, beaucoup de carburant. C'est ça qui a pris feu. Même dans le communiqué du représentant du ministre de la Défense, tout laisse croire même que ces enfants et ces femmes auraient dû être peut-être des otages. Parce que vous oubliez aussi souvent que ces ambazoniens prennent des personnes en otage et les gardent dans leur camp. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est là que moi, je félicite la sortie de Cabral Libby parmi toutes les sorties que j'ai vues ce matin. Cabral Libby qui démontre qu'il est un homme politique responsable, qui dit qu'il faut que la lumière soit faite là-dedans et que ceux qui ne devaient pas prendre les armes les déposent d'abord. Moi, je pense que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui est suffisamment grave. Nous sommes en situation de guerre civile. Et la guerre civile, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un film. Ce n'est pas une histoire où les gens sont derrière leur clavier, en ville, à l'aise, tranquillement en train de pianoter pour raconter des histoires et véhiculer des informations en réalité qui donnent l'impression, qui hypertrophient la situation sur le terrain et même qui la mutilent. Donc moi je pense qu'aujourd'hui ce qui est important de faire, c'est de dire ce qui s'est passé. Et ça, ce n'est qu'une horreur.
Combien de personnes sont revenues, par exemple, sur le cas du sous-préfet de Batibo, qui a été enlevé il y a 3 ans, et donc personne n'a plus revu. D'accord. En tout cas, on a enregistré plusieurs cas. On l'a d'ailleurs rappelé dans le journal. Jean-Paul Chouniat aussi le rappelle ici sur ce plateau, et avec des réactions des acteurs politiques. Je voulais apporter une précision. Il faudrait qu'on sache que les opérations militaires sont telles que ça se passe là-bas, c'est assez complexe. C'est assez complexe, ça il faut le reconnaître. Et que quand une balle sort, la balle, même si on visait quelqu'un de particulier, si vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, ça vous prend. Il faut aussi également reconnaître que pour petite expérience, lorsque le Premier ministre a fait le tour nord-ouest, Flavien Valo-Ndongo, j'y ai passé 4 jours. Je ne peux pas vous mentir qu'en réalité, la terreur règne, l'horreur. Moi-même, à un moment donné, j'ai eu peur que je pouvais mourir à tout moment. Donc, c'est pour vous dire quoi. Et j'ai eu à échanger avec des militaires qui me disaient, je leur disais que mais comment vous circulez au milieu de la population et vous avez armes au poing, vous êtes sur des chars, des véhicules blindés, armes au poing. Ils me disaient simplement que après tout, il restait un homme. Et donc, il ne sait pas d'où une balle peut partir pour l'atteindre. Donc, mis dans ces conditions, vous voyez quelqu'un qui est sur le qui-vive. Ça veut dire qu'au moindre pétard ou alors au moindre coup de feu, dites-vous bien que... La réaction est immédiate. Oui, ça peut partir. Parce que ce jour-là, moi-même là où j'étais dans un véhicule. Un pick-up de gendarmerie que le commandant en seconde de la Légion de gendarmerie avait mis à notre disposition. Malheur pour nous, nous étions dans le véhicule tête de cortège. Donc nous ouvrons la route. Donc imaginez un peu, dans un pick-up qui est complètement cabossé et impacté avec des balles. Donc c'est pour vous dire que sur un théâtre d'opération, quand vous tenez une arme, il y a l'instinct de survie. Même si vous êtes professionnel à n'importe quel niveau et que vous voyez quelqu'un venir vers vous avec une arme dans une zone de guerre, je crois que le premier réflexe, c'est de lâcher. Vous avez dit quelque chose de très important pour vous qui avez été sur le terrain. Un théâtre d'opération, surtout en pleine nuit, c'est un théâtre dans lequel on ne choisit pas. Les militaires sont là pour débusquer des terroristes qui étaient là. Et c'était en pleine nuit. Les balles pouvaient aller partout et pouvaient même tuer les gens dans leur maison. Donc, il faut dire que quand on se retrouve sur un théâtre d'opération, on ne choisit pas. Et il faut préciser qu'au nord-ouest comme au sud-ouest, la population est véritablement entre deux feux. Quand je dis entre deux feux, ce n'est pas forcément qu'on tire de tous les côtés. C'est que si, par exemple, un séparatiste ou un ambaboy entre dans un pâté de maison, et vous voyez bien que la peur pour la population, vous ne pouvez pas dénoncer. Vous le dénoncez, une fois que on vous l'aura peut-être récupéré, l'armée s'en va, mais ces congénères viendront vous régler les comptes, brûler la maison. Et quand tu le fais, personne ne parle d'horreur. Aucun journal n'en parle. Aucune ONG n'en parle. Donc c'est extrêmement compliqué, D'accord. Alors l'armée se fait à Rakiri, c'est ce qu'on peut découvrir dans le dossier proposé par le journal. L'horreur, autant de titres et sous-titres également à découvrir dans le dossier ce matin. On parle dans la nouvelle expression également du contentieux électoral avec les mises en garde du Conseil constitutionnel. Clément Atandaye, le président de la Commission nationale de recensement général de vote, qui veulent justement éviter ce qu'on a pu vivre lors du contentieux en 2018, lors de la présidentielle, bien entendu, où on a tout entendu, on a tout vu. Oui, bon, on a tout entendu, on a tout vu. Est-ce que c'était des commentaires? Parce que si c'est ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, devant les caméras, vraiment, je ne vois pas en quoi on doit dire que ce qui s'est passé là-bas était quelque chose C'était une perte de temps, peut-être? Oui, était quelque chose... Non, c'était une perte de temps parce que le Conseil constitutionnel a organisé, on a laissé les caméras de télévision filmer ça, retransmettre en direct toute une journée. Donc, c'était quelque chose d'important. On ne peut pas faire comme si c'était quelque chose d'inutile. Et vous voyez bien que tel que les débats étaient menés, ce que moi je retiens de positif dans cette affaire, c'est que la population était en haleine tout le temps qu'a duré ce contentieux post-électoral télévisé. Et les Camerounais ont appris beaucoup, ils en sont sortis grandis. Bon, maintenant, s'il y a des scènes qui se sont passées et qui n'ont pas plu au Conseil constitutionnel, est-ce que le prochain contentieux sera télévisé? Moi, je pense que c'est la question à se poser. Donc, les mises en garde, quand quelqu'un vient défendre son dossier, vous n'allez pas lui interdire de sortir un argument que lui dont il estime utile pour la défense de son dossier.
Oui, absolument. Ce que vous dites est vrai. Et d'ailleurs, moi, je pense que monsieur le président du Conseil constitutionnel dit tout simplement qu'il faudrait qu'on évite certaines choses inutiles ou bien qui ne se font pas. Parce qu'on a noté, par exemple, et beaucoup de gens ne l'ont pas retenu. On a vu qu'une avocate qui n'avait que 7 mois de prestation, peut-être 7 mois après avoir prêté serment, elle est venue plaider devant la Cour constitutionnelle, ce qui ne se fait nulle part au monde. Vous comprenez? Donc, ils tiennent certainement à ce qu'un certain nombre de choses reviennent à l'orthodoxie, mais qu'on évite le plus possible de cinéma ou de revendications inutiles et improductives. Déjà, les résultats ont été donnés. Maintenant, il est question de vite vider ce contentieux. Il faut aussi savoir qu'il y a certaines revendications là-dedans qui sont tout aussi farfelu que inutile. Mais toujours est-il que là aujourd'hui, oui, il y en a qui profitent pour faire le show. Pour venir faire le show. Et sachant très bien que leur procédure n'aboutira pas. Mais toujours est-il que c'est une étape importante prévue par la loi électorale et que les Camerounais attendent. Parce qu'il faudrait bien qu'on vide cet aspect des choses et qu'on passe maintenant à la nomination et à l'installation des nouveaux maires. Parce que si ce n'est pas télévisé, il faudrait bien expliquer aux Camerounais pourquoi on n'a pas télévisé. Parce que les Camerounais ont pris, je pense même que les Camerounais ont pris goût à la politique grâce à ce contentieux qui avait été télévisé. Tout à fait. Bon, maintenant, aujourd'hui, le président du Conseil constitutionnel met en garde sur tous ces éléments qu'il ne faudrait pas perdre du temps. Mais tel que ça se passe au Conseil constitutionnel, qu'une avocate qui est prêté serment il y a moins de 7 mois se retrouve à plaider devant le Conseil constitutionnel, mais ce n'est pas seulement le Conseil constitutionnel. S'il faut balayer devant la cour du Conseil constitutionnel, il faut balayer partout. On se rappelle qu'il y a on a beaucoup de cas comme ça où des gens sortent de l'école, à peine ils ont exercé 5 ans, ils sont devenus proviseurs, censeurs et tout ça. Donc, vous voyez, c'est un phénomène général. Donc, ce n'est pas seulement dans l'avocature. Il faudrait qu'on essaye de respecter, quand on a mis en place des mécanismes de fonctionnement d'un État ou de la société, qu'on essaye de respecter. Ça arrive justement parce que les gens brûlent les étapes. Et ce n'est pas seulement à l'avocature, on brûle les étapes. D'accord. Alors, donc, puisqu'on parle du j'aime souvent dire que le meilleur modèle qu'on doit appliquer, c'est celui de l'armée. Vous ne pouvez pas être un jeune officier sorti de l'EMIA, lieutenant sorti de l'EMIA. On vous confie tout de suite une grosse unité à gérer. C'est impossible. Pourquoi on ne peut pas appliquer ce modèle-là? Vous sortez de l'école normale. Après, vous avez fait 5 ans, vous vous retrouvez proviseur. Comment ça? 10 ans, vous devez représenter. Vous sortez de l'ENAM, 3 ans après, vous êtes directeur de l'ENAM. Vous êtes directeur de l'ENAM. Vous êtes sous-préfet. Vous voyez, donc ce n'est pas, c'est pas quelque chose de nouveau. On vit ça au quotidien. On vous dira qu'il y a des surdoués quand même. Oui, même quand on est surdoué, ça n'empêche pas qu'on respecte. Il n'y a pas de surdoué. Dans ce qui est l'acquisition de l'expérience, il faut, quand on a mis en place un plan de carrière, il faut respecter. Tout à fait. Donc, si vous avez fait 15 ans pour devenir, si c'est 15 ans pour devenir proviseur, il faudrait que ce soit ainsi pour tout le monde. Il peut y avoir des exceptions, mais quand ça devient tellement flagrant, on voit ça partout. Quand ça devient la règle. Ça devient la règle, c'est inquiétant. Alors, on parle justement du contentieux électoral, la mise en garde du Conseil constitutionnel, c'est à lire en page 7 du journal La Nouvelle Expression. Il y a le Messager qui est en kiosque ce matin également, qui s'intéresse au municipal, tout comme La Nouvelle Expression aussi par là de Gawaboula, en mode UNDP carrément, mais seulement dans le Messager, on parle de municipal 2020 dans le Honcam avec ce monsieur Emmanuel Néossi, qui a été donc accusé de tripatouillage, inculpé finalement, mais on l'a libéré après avoir écouté celui qui a porté plainte, qui estime que c'était une machination et on n'a pas pu tout au moins découvrir le poteau rose à temps, et il a quand même passé quelque temps dans la maison d'arrêt. Vous savez que depuis un certain temps, là, le meilleur truc, le meilleur terrain sur lequel on s'attaque aux gens, on règle le compte aux gens, c'est sur les réseaux sociaux. On s'est retrouvé effectivement à Kekem dans cette partie du pays où quelqu'un a tout simplement fait un montage extraordinaire. Il a usé de sa propre voix pour simuler une sorte d'entretien entre le candidat en question et le responsable de l'ECAM, une sorte de négociation avec de l'argent et tout ça. Imaginez, il a balancé ça dans les réseaux sociaux pour absolument discréditer la liste du candidat du RDPC. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une enquête. Cette enquête a été diligentée avec beaucoup de perspicacité et finalement l'auteur a été découvert et on s'est rendu compte que c'était effectivement l'adversaire en face qui avait fait ce montage-là pour discréditer et le candidat du RDPC et sa liste. Et ça, ce genre de choses-là, il faut que la police
ait les moyens d'aller toujours le plus loin possible, surtout avec ces trucs qui se retrouvent dans les réseaux sociaux et ces accusations plus ou moins farfelues, plus ou moins incendiaires dans les réseaux sociaux. Alors, ça a été aussi rapide, tout ce qu'on a pu... Non, ça a été rapide parce que peut-être celui qu'on accuse, peut-être vous ne savez pas qui il est. C'est le promoteur de l'usine de chocolaterie, l'usine à cacao, qui vient d'être inaugurée dans le Haut-Cam. Et vous savez qu'il y a aussi en même temps des positions dans la société qui font beaucoup de jaloux. Ça, il faut pas l'oublier. Mais je ne veux pas dire que, on sait aussi en même temps qu'il y a des hauts placés, des riches qui font ce genre de pratiques. C'est-à-dire, il faut le reconnaître. Je ne dis pas pour le défendre et dire que non, ça n'existe pas. Mais vous voyez bien que la célérité avec laquelle ça a été mené, et il a dû, à son corps défendant, mettre les moyens qu'il faut pour que ça aille un peu plus vite. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est que, est-ce que si ça avait été un candidat lambda qui n'avait pas aussi les mêmes moyens, est-ce qu'on aurait eu une pareille célérité dans les procédures? Donc, je crois que simplement, on est sur un champ politique, on est sur un théâtre politique, et on a envie de dire, tous les coups sont permis. Et donc, en politique, bien sûr. Et donc, c'est dans ce coup-là que M. Naoussi est tombé. Heureusement pour lui, son honneur a été lavé. Il a été disculpé. Voilà, il a été disculpé et son honneur est rétabli. Voilà. On va lire également dans Mutation de ce matin qui parle de Ted Landry Keouk, qui, ces jeunes Camerounais, ces jeunes étudiants, nous voulons être rapatriés. C'est à cause de cette épidémie du coronavirus qui continue de sévir en Chine, et ils sont de ce côté-là. Lui, il estime qu'il faut retourner au pays parce que la situation va s'aggravant. Mais en revenant au pays, il faudrait absolument qu'il soit passé au scanner, qui ne nous ramène pas le coronavirus ici. Non, moi je partage un peu la frayeur de ces jeunes étudiants qui se retrouvent dans un pays où tout le monde porte un masque et tout le monde est obligé de se faire asperger le matin pour sortir et tout. C'est tout à fait normal. Bon, il est tout de même curieux que jusqu'à présent, le gouvernement n'ait pas pris les mesures, le gouvernement et le ministère de la Santé n'aient pas pris des mesures beaucoup plus rapides pour les rapatrier ou du moins les envoyer dans un autre pays où ce virus sévit moins. Donc, dès que ce virus a été porté à la connaissance du monde entier, on a vu que les étudiants camerounais avaient demandé immédiatement leur retour au pays. Bon, à tel point qu'il y en a même un qui a même attrapé le virus. Mais vous savez, les Camerounais ont la peau dure. Celui-là, au moins, il a attrapé le virus, mais il est guéri. Il a réussi à guérir alors qu'il y a déjà plusieurs centaines de morts. Mais il faut dire que ces jeunes Camerounais ont peur. Et il y a une vidéo qui présente un peu, une scène disant que les Noirs, les Africains sont un peu plus résistants à ce virus que ceux qui ont la peau blanche. Mais les Camerounais, vous savez, les Camerounais ont la peau dure. Au-delà des Camerounais d'avoir la peau dure, le jeune étudiant qui a contracté la maladie est guéri. On vous dit impossible n'est pas camerounais, ce n'est pas seulement dans l'aventure. Donc ça veut dire qu'on est dur, on est fort, mais comme le soulignait le doyen Camille, c'est quand même assez extraordinaire que depuis ce cri de détresse, les plaintes contre l'ambassadeur du Cameroun en Chine, qui n'a pris aucune disposition, le gouvernement n'a pas communiqué là-dessus pour ne serait-ce que dire aux Camerounais que non, de tout ce qui a été dit, voici la part de vérité, voici la part d'exagération qui est dans cette affaire. Donc, même si le gouvernement ça n'exclut pas que le gouvernement mène peut-être des actions sans pourtant informer le public, mais l'opinion publique a besoin de savoir. Les familles de ces enfants qui sont là-bas ont besoin de savoir. Même si vous avez votre frère, même s'il est au sud de la Chine, dans un village perdu où le coronavirus n'arrive pas là-bas, mais vous êtes inquiet. Donc, je pense que si ces enfants demandent à être rapatriés, je pense que c'est la moindre des choses. Quand on est en danger hors de chez soi, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de revenir à la maison, même si vous savez que là où votre maison est située, c'est dans une mauvaise zone, mais vous êtes au moins sûr que vous pouvez vous cacher en bas de votre lit et être à l'abri. Donc, c'est un cri normal que le gouvernement prenne, au moins, même si on ne peut pas les faire revenir, de peur que
les autres puissent contacter le virus, mais qu'on les encadre quand même, qu'on mette à leur disposition. Qu'on fasse quelque chose pour eux. Un minimum d'encadrement. Et qu'on nous dise ce qu'on est en train de faire pour eux. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'ils veulent savoir, s'ils veulent simplement. Alors, on aurait dû dire un mot également sur le Chan 2020, que nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau. L'acte 1 validé, c'est ce que Cameroun Tribune dit. Pour couper court, le vin est tiré, il ne reste plus qu'à le boire. On attend que le Cameroun gagne le trophée pour la première fois de son histoire, au-delà de tout ce qui est fait autour. Si à la fin, je crois le 24 ou le 26 ou le 26 avril, oui. Si le trophée ne reste pas au Cameroun, on aura perdu. Et c'est sportif. On aura le succès, il faut au moins que le succès soit au niveau de l'organisation, même si le succès sportif ne suit pas, mais on aura au moins essayer comme les autres pays le font. Mais il faudra commencer par gagner le premier match. Merci. Merci à vous, chers messieurs. Merci également à tous ceux qui sont restés à regarder ce programme. Et nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il va être 9h20 sur Equinox pour la 3e édition de la semaine. Bonne journée. Rendez-vous en kiosque ce matin. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Ce mardi sur Equinox Télévision. Mon frère, c'est un problème très grave parce que quand notre sœur de Nord-Ouest et Sud-Ouest venaient ici, ce sont les prostituées qui l'ont accueilli. Elles ont pour faire la prostitution parce qu'elles aiment la facilité. Chez moi, j'ai pris une fille qui a fait 1 mois et demi dans ma boutique et a fait un manquant de 88 000. Moi, je fréquentais au Nord-Ouest. Je suis arrivée ici, là, je fréquentais, mais j'ai arrêté les cours pour chercher un truc à faire.